Trafalgar dit Waterloo, introduit durant l'arc Shabondi comme l'un des 3 supernovas, la plus grosse prime. Personne ne s'attendait à l'époque à ce que ce personnage soit aussi important dans la suite des événements. Il fut apporté comme une énorme révélation lorsque ce dernier sauva Luffy à Marineford à l'aide de son sous-marin et de ses capacités hors normes de médecin chirurgien permettant à Luffy de survivre à des blessures fatales. Mais Eiichiro Oda ne s'arrêtera pas là avec ce personnage qui deviendra avec le temps le préféré d'une partie des fans. En effet, il sera réintroduit à Punk Hazard, première île du Nouveau Monde visitée par les Mugiwara, lorsque ce dernier proposera une alliance avec Luffy pour faire tomber l'un des 4 empereurs, la créature la plus forte du monde, Kaido. Il informa le capitaine des Mugiwara qu'il détient un plan afin de battre Kaido et tous les événements qui suivront, à part Whole Cake Island, seront dictés par Law. Mais a-t-il déjà révélé tous les secrets de son plan? Eh bien, selon moi, non. Et c'est bien pour ça que je vous propose cette vidéo. Nous allons à travers cette théorie présenter Law, théoriser sur son plan et sa finalité à Onigashima, ainsi que les différentes possibilités qui s'ouvriront à lui et qui ont un intérêt scénaristique fort. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Trafalgar Law est un pirate de la pire génération et fait partie des supernovas, à savoir les 11 pirates de la pire génération ayant une prime supérieure à 100 millions de berries à leur arrivée à Shabondi. Il fait donc bien évidemment partie de la même génération qu'un certain Luffy. Nous avons appris à la fin de l'arc Dressrosa que Law partageait une similarité en plus avec Luffy et c'est celle de porter le D dans son nom. En effet, le nom complet de Law est Trafalgar D. Waterloo. Ainsi, Law est en plus d'un allié intéressant qui a servi à Oda la direction prise depuis le Nouveau Monde, c'est-à-dire de ne plus naviguer en se laissant guider par un log pause mais bien en visitant des îles précises. Il permet aussi d'introduire des informations autour de certains mystères importants du manga. C'est notamment grâce au flashback de Law que nous apprendrons que les dix sont les ennemis naturels des dieux ou encore que le fruit du démon le plus rare dans l'univers de One Piece est l'Opop no Mi détenu par Law. Et si la rentrée dans le Nouveau Monde fait un minimum écho à la rentrée sur Grand Line 2 ans auparavant pour les Mugiwara, car en effet il y a un sentiment de parallélisme entre les deux puisque lorsque les Mugiwara ont rencontré Vivi, ils ont mis le cap vers Alabasta avec un éternel pause après les événements de Little Garden et ont vu une partie donc de leur aventure être dictée par la princesse Nefertari, tout comme 2 ans après lorsqu'ils rencontrent Law et qu'ils se déplacent alors en fonction du plan de l'Alliance pour faire tomber Kaido. Ils se rendront alors à Dressrosa, détruire l'usine à Smile et vaincre Doflamingo avant de s'arrêter temporairement à Zo où les Mugiwara connaîtront une division le temps d'un arc, Whole Cake, avant de se retrouver à Wano Kuni guidés par les samouraïs. C'est donc grâce à Law, qui avait déjà laissé son équipage au pays des Minks, que les Mugiwara ont pu s'y rendre et ainsi trouver un route poneglyph et apprendre par la même occasion comment atteindre Loft Tail. Dit comme ça, les Mugiwara et surtout Luffy doivent beaucoup à Law puisque son rêve a de fortes chances de se réaliser grâce aux décisions de son allié. Mais la balle est au centre, aucune dette entre les deux d'un point de vue scénaristique, puisque Luffy avait précédemment sauvé Law des mains de Doflamingo et réalisé l'objectif premier de Law, à savoir vaincre son bourreau et le meurtrier de Corazon. Et toutes ces décisions prises par Law qui ont eu des conséquences intéressantes au niveau de scénario étaient pour affaiblir Kaido. En effet, en vainquant Caesar et en le capturant, ils ont eu la main forte sur les négociations avec Doflamingo, et même si ces dernières n'ont pas abouti, ils ont pu malgré tout détruire l'usine de Smile de Dressrosa, objectif premier des Mugiwara. Il y aura eu la chute de Doflamingo pour faire plaisir à Law entre temps. Après la réunion sur Zo avec le groupe absent des Mugiwara et les pirates du cœur, il a été décidé qu'une partie irait déjà à Wano Kuni, préparer la rébellion des Kozuki et le raid de l'alliance Ninja Pirate Samurai Minks, tandis que l'autre irait récupérer Sanji à Whole Cake Island. Mais comme précisé en début de vidéo, je ne pense pas que le plan de Law pour vaincre Kaido s'arrêtait vraiment à détruire l'usine à Smile de Dressrosa. Si, bien évidemment, Law avait réellement un plan pour vaincre Kaido, car il existe une possibilité et c'est que Law a en réalité menti à Luffy à propos de son plan pour vaincre Kaido afin de le manipuler pour que Luffy soit un allié de taille dans sa vengeance face à Doflamingo. En effet, si on réfléchit bien, les actions à Dressrosa n'ont pas de réelles conséquences sur Kaido sur le très court terme, car oui, sur le long terme, la perte de Caesar et de Doflamingo et la destruction de son usine est un réel problème pour Kaido, mais pour les événements de Onigashima, cela ne change pas grand chose. L'armée de Kaido était déjà formée et existante avant et les Gifters avaient déjà leur Smile. Alors on peut préciser que ce sont potentiellement ces événements qui ont donné l'envie à Kaido de se suicider, donc de sauter d'une île céleste, mais nous savons que Kaido réside à Onigashima depuis plus de 25 ans, donc dans tous les cas cela n'a rien changé. Ainsi les directives données par Law pourraient en réalité avoir premièrement un plan bien plus personnel derrière, à savoir manipuler les Mugiwara pour vaincre Doflamingo. Après avoir réalisé sa vengeance, ils se concentreront sur Kaido. Ce qui me fait penser à cette première possibilité, le fait que Law a lui-même dit que sa raison de vivre était de venger Corazon tué par son propre frère, et qu'il s'en foutait même de perdre sa propre vie en échange de celle de Doflamingo. Et cette parole m'avait un peu titillé, car comment quelqu'un
quelqu'un censé avoir déjà un plan et l'ambition de faire tomber un empereur et être dans la course au titre du roi des pirates, a en réalité une ambition bien plus précise et centrée sur une chose, la vengeance. Ainsi, cette possibilité que Law n'a en réalité aucun réel plan pour vaincre Kaido et qu'il a juste manipulé les Mugiwara pour la chute de Doflamingo est assez logique. Et Law continue son alliance pour ne pas revenir malgré tout sur ses mots, car il reste un homme de promesse et un dit, mais aussi pour rembourser sa dette envers Luffy. Car même si, comme dit plus tôt, d'un point de vue scénaristique, l'alliance a autant emporté des deux côtés, ce n'est très certainement pas ce que pense Law. Tout d'abord, l'information du Road Poneglyph lui profite aussi bien évidemment si ce dernier compte réellement devenir roi des pirates. Ensuite, faire tomber Kaido peut faire partie de la vengeance de Law, puisque Doflamingo était l'allié de Kaido depuis quelques années. Bien évidemment, je ne dis pas que Doflamingo travaillait déjà pour Kaido à l'époque où Corazon s'est fait tuer. Et là, nous arrivons à quelque chose d'intéressant et cette information est basée sur un commentaire de la chaîne que je ne retrouve hélas absolument pas. J'ai passé plus d'1 heure sur toutes mes vidéos à chercher ce commentaire. J'ai utilisé les outils de recherche de YouTube Studio, mais encore une fois, rien trouvé. Il a sûrement été supprimé, donc si tu passes par là, celui qui m'a proposé cette information, laisse un commentaire que je retrouve ton pseudo, je te reconnaîtrai largement, et merci encore. Désolé de ne pas pouvoir te citer. Mais ce commentaire mettait en avant une possible ressemblance entre Onigashima et un événement qui a réellement eu lieu dans notre histoire, la bataille de Trafalgar. Et oui, il s'agit d'une bataille navale très connue de l'histoire, assez connue pour que Oda s'en inspire pour donner le nom au personnage que nous analysons dans cette vidéo. Et la théorie voudrait dès lors que Oda ne se soit pas inspiré uniquement du nom de la bataille, mais de son déroulement aussi. Et pour cela, il va falloir résumer très rapidement cette bataille historique, puisqu'elle est en réalité assez complexe et tout vous raconter prendrait le temps d'une vidéo complète pour le faire. Ainsi, si nous devons résumer les points les plus importants, la bataille de Trafalgar oppose la flotte franco-espagnole sous les ordres du vice-amiral Villeneuve à la flotte britannique commandée par le vice-amiral Nelson. Et malgré l'infériorité numérique des Britanniques, leur victoire sera totale sous le sacrifice de leur commandant. Et cette victoire est due au vice-amiral qui se présenta avec un plan précis pour contrer le surnombre de leur ennemi. Ce plan consistait, en résumé grossier, de foncer vers l'ennemi au lieu de suivre l'habituelle ligne perpendiculaire au vent. Et Nelson, au lieu d'organiser sa flotte perpendiculairement au vent, plaçait sa flotte vent arrière. Il utilisa le vent pour se rapprocher au plus vite de son adversaire car il savait qu'il était bien mieux équipé que la flotte franco-espagnole et que les marins britanniques étaient bien mieux entraînés. Et divise son armada en deux flottes présentées en colonnes, l'une se dirigeant vers le sud, commandée par le vice-amiral Collingwood, tandis que l'autre est conduite par Nelson lui-même allant vers le nord. Le commandant Villeneuve, qui s'attendait à cette technique déjà utilisée par Nelson par le passé, décide de prendre une contre-mesure, mais elle ne sera pas suffisante pour leur permettre la victoire et le camp britannique en ressortira victorieux après la mort de Nelson. Si on analyse cette bataille, on peut y trouver plusieurs similarités avec Onigashima. Premièrement, l'alliance est en sous-nombre comparé à l'armée de Kaido. Ensuite, les fourreaux rouges et Law ont utilisé une technique assez similaire à celle de Nelson, puisqu'ils ont pris Kaido des deux côtés, à savoir le nord et le sud de Nigashima. Et s'il envoyait directement les fourreaux rouges à la porte nord de Nigashima, on sait que lui aussi s'y est rendu. Ainsi, pour l'instant, avec les événements de Nigashima, on peut voir un déroulement un peu trop similaire. Et la question qui vient alors est, et si Oda avait décidé de s'inspirer de cette bataille pour la guerre de Nigashima? Cela expliquerait les ressemblances et ensuite, cela pourrait nous permettre de théoriser sur le plan de Law ainsi que son rôle à Onigashima. Et pourquoi Oda a fait de Law le supernova qui s'allie à Luffy, ou encore pourquoi il l'a appelé Trafalgar. La deuxième partie de la théorie est plutôt consacrée au véritable rôle de Law. En effet, si nous venons de théoriser sur sa mort à partir de la possible inspiration de la bataille de Trafalgar pour Onigashima, en réalité rien ne nous dit qu'il mourra. Et si j'apprécie beaucoup la première partie de la théorie que je vous ai présentée, je préférerais personnellement que Law ne meure pas car il s'agit d'un personnage que j'apprécie beaucoup. Et en réalité, si beaucoup voient Law mourir pour retirer l'immortalité de Kaido, je trouve ça un peu trop simple et hélas pas très cohérent avec le personnage de Law. Surtout qu'on a pu voir que Kaido n'était pas si invincible puisque les katanas des fourreaux rouges ont pu transpercer sa peau. Et en effet, je ne vois personnellement pas Law se sacrifier pour Luffy et les autres. Mais ça c'est un autre sujet. J'ai déjà avancé plusieurs fois dans certaines vidéos qu'on peut remarquer à partir de l'ombre de celui qui libère Law que ce dernier est très forcément Diaz Drake, à savoir un marine infiltré dans l'équipage de Kaido qui se fait passer pour un pirate. Et si c'est vraiment lui, eh bien ça commence à faire beaucoup de personnages liés à la marine qui gravitent autour de Law. En effet, on n'oubliera jamais que Corazon était en réalité un marine travaillant sous les ordres directs de Sengoku et qui avait infiltré l'équipage de son frère de Flamingo. Et c'est ce même Corazon qui sacrifiera sa vie pour sauver Law de sa maladie. Ensuite, on a pu voir avec Vergo l'inverse. Vergo était un pirate qui avait infiltré la marine sous les ordres de Doflamingo. Par après, nous avons eu une discussion directe entre Sengoku et Law sans que l'ancien amiral en chef n'essaye d'arrêter le pirate devant lui. Et sans oublier que durant l'ellipse, Law est devenu corsaire en offrant les cœurs de 400 pirates. Tous ces éléments nous montrent une étroite liaison entre Trafalgar Law et la marine. Et maintenant que nous connaissons l'existence
connaissance des Swords, je me suis posé la question suivante, et si Law en faisait partie? En effet, le fait que Law soit chassé par la marine n'est pas un argument viable pour prouver que Law ne puisse pas en faire partie, puisque Drake a été attaqué par les pacifistas et était donc dans la base de données des ennemis de la marine. Et même si cette théorie a peu de chances d'être probable, elle sera intéressante sur plusieurs points et pourrait répondre à certaines questions. Premièrement, le pourquoi du comment Law a fait le travail de la marine en offrant 400 pirates pour devenir corsaire. Ensuite, cela explique le fait que Sengoku ne tente pas de le capturer malgré leur passé lié. Et nous savons que Sengoku ne fait pas dans le sentimental puisqu'il n'a pas hésité à exécuter publiquement le fils de Roger et le petit-fils de Garp devant le monde entier et a même demandé à Garp d'y participer alors que ces deux marines de légende avaient une relation particulière avec le roi des pirates. Cela permettrait aussi d'expliquer pourquoi Drake a libéré Law de la prison étant des camarades de la même organisation. Et cela répondrait même aux paroles de Hawkins sur une possible trahison de Law qui suivit sa libération par Drake. Je ne pense personnellement pas que Law trahira les Mugiwara et je pense qu'il a utilisé son rang de pirate pour appliquer la vengeance impossible lorsqu'il était à la marine. Ainsi, si on réfléchit, pour terminer, les actions de Law pourraient entrer sous le joug de la marine, même si ce dernier a décidé de sauver Luffy à Marineford malgré le potentiel danger qu'il représente, allant à l'encontre de ses supérieurs à ce moment précis. De plus, si on sait qu'en général dans One Piece il y a une culture d'héritage intergénérationnel et que cet héritage se fait surtout par le biais de rêves et d'objectifs, cela ne correspond pas pour le cas de Law. Luffy est devenu pirate après avoir pris exemple sur Shanks, Chopper médecin par le biais de Hiluluk, Franky adopté par Tom deviendra charpentier et aura un rêve similaire à ce qu'a accompli son défunt professeur, etc. Alors que Law, lui, est devenu pirate comme le bourreau de son sauveur. Et si Oda continue à créer cet héritage de rêves, d'idéaux et de façons de vivre, eh bien, il serait possible que Law soit devenu comme Corazon, un marine qui se fait passer pour un pirate. Cela serait un énorme retournement de situation à la fin de l'arc, car je ne vois personnellement pas Law trahir les Mugiwara dans leur combat contre Kaido, bien au contraire. Il pourrait être, avec Drake, le pont avec la marine pour une alliance temporaire. De plus, s'il s'agit bien de Hawkins qu'on aperçoit aux côtés de Law, alors Law serait en réalité un très bon manipulateur pour faire bouger pirate et marine comme il le veut. Rappelons qu'il a tenté de pousser Doflamingo à démissionner de son poste de corsaire en lui mettant la pression, et tout ce que j'ai avancé par rapport à la manipulation des Mugiwara. Cette deuxième partie de la théorie n'est pas très probable, mais je la trouve personnellement innovante et comme j'y ai pensé, je voulais vous la partager. Qu'en penses-tu de cette théorie dans sa globalité et de chaque point, et que penses-tu qu'il adviendra de Law? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. C'était Yams, El Psy Kunguru.